retrouve pour vous... Enfin, je vous fais enfin la vidéo que je vous promets depuis un moment sur les aquarelles. Donc, je vous ai fait les pinceaux, je vous ai fait les papiers. Il était évident qu'il fallait faire les aquarelles. Sauf que vous allez voir que c'est pas quelque chose de si simple que ça. Donc, je vais vous donner des éléments de base. Il y a une partie qui va être un peu rébarbatif, mais c'est pour vous permettre de mieux comprendre et d'aborder ce médium, l'aquarelle, qui est mon médium préféré depuis très longtemps. Voilà, donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue et surtout que je ne vais pas vous perdre en route. Alors, qu'est-ce que l'aquarelle? C'est donc une peinture qui se dilue à l'eau. Elle a besoin d'eau pour être réactive. Il s'agit de pigments qui sont broyés, mêlés à un liant. Donc ça, c'est valable pour d'autres médiums. Mais évidemment, chaque fabricant a sa recette. Et dans la plupart des cas, alors ça peut être un liant chimique, mais on rencontre de plus en plus des liants à base de miel. Par exemple chez Isaro, chez Sennelier surtout. Et la qualité du liant et le nombre de pigments aussi vont jouer sur la qualité de votre aquarelle. Alors justement, dans les aquarelles, on a deux types. On a l'aquarelle fine et les aquarelles extra fines. Comme je dis souvent, c'est un peu comme les haricots verts. Vous avez les fins et les extra fins. Donc forcément, il y en a qui sont de meilleure qualité et un petit peu plus chers. C'est pas énorme non plus. Des aquarelles fines, on en trouve dans beaucoup de marques. Souvent, ce sont des sets pour débutants. Moi, j'ai commencé comme ça, avec une boîte d'aquarelles fines que m'avait offert ma fille. Une boîte de Le Franc-Bourgeois, qui est en promo chez Cultura. À l'époque, elle n'avait pas beaucoup de sous. Et il ne faut pas croire que ces aquarelles, elles vont être moins intenses que les extra fines, forcément. Mais elles sont quand même très bien. Vous avez un set pour débutants, je crois, qui a été créé par Marie Boudon pour Sennelier, qui est très bien. Elle s'en sert pour ses aquarelles. Donc, même avec des aquarelles fines, on peut avoir des couleurs intenses. Et moi, dans mon set, dans ma boîte d'aquarelles de tous les jours, j'ai gardé une de ces aquarelles fines qui est le vert émeraude, que j'adore et qui est quand même assez intense. Voilà. Bon, on voit pas forcément... Oh, là, carrément, c'est flou. Bon, bref, l'essentiel, c'est de voir la couleur, pas le nom. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est la différence entre les aquarelles. Vous pouvez investir dans des aquarelles fines, mais si vraiment vous voulez progresser, c'est vrai que le mieux, c'est de passer aux extra fines, quitte à n'en acheter que quelques-unes. Et ça, je vous donnerai des conseils un petit peu plus loin dans la vidéo. Sous quelle forme se présentent les aquarelles? Alors, nous avons ce qu'on appelle les godets et les tubes. Dans les godets, vous avez plusieurs tailles et souvent, c'est ce qui perd un peu les gens. Vous avez ce qu'on appelle les quarts de godet. Alors ici, ce sont des aquarelles artisanales. Je les ai sélectionnées pour vous montrer. Les quarts de godet, ce sont des petits godets comme ceci. Vous voyez, tout petits. Ou alors, comme chez Isaro, je pense notamment aux fans de Shoe and Flower et des sets de Shoe and Flower. Ici, vous avez les deux sortes. Vous avez des quarts de godet. La différence par rapport à ceux-là, c'est qu'ils sont plus larges et moins hauts que ceux qui sont les plus répandus, qu'on appelle les demi-godets. Donc, les demi-godets, c'est ceux-là. Je vais essayer de vous en décrocher un qui soit pas trop humide encore. Voilà. Demi-godet. Quart de godet. Vous voyez? Tout simplement. Alors, il existe également ce qu'on appelle les godets. Un godet, c'est 2 fois un demi-godet. Là, ça va être surtout pour les artistes qui s'en servent beaucoup et qui souvent achètent en fait l'aquarelle en tube et remplissent leur godet. Pour nous, le demi-godet, c'est largement suffisant et rien ne vous empêche justement d'acheter des godets vierges. Alors, avant de vous parler de ça, je vais vous expliquer.
En général, quand vous achetez des aquarelles ou un set complet, vous avez des demi-godets, c'est le format plus répandu. On trouve très facilement des boîtes vierges, ce qui peut vous permettre en fait de constituer votre propre set, tout simplement. Alors attendez, je range un peu mon bazar, là j'ai sorti plein de choses. Le problème quand on achète un set complet, donc ça a été mon achat suivant, j'ai acheté un set de 12 aquarelles sennelier. Parce que Manuela de l'encre et l'image parlait beaucoup de ces aquarelles, donc c'est comme ça que je les ai découvertes et que je suis tombée fan. Donc j'ai acheté un set de 12 aquarelles sennelier qui était en promo parce que ça reste quand même un coût. Le problème c'est que j'ai pas choisi les couleurs qu'il y avait dedans. Et il y avait notamment toute une gamme de rouge, pas vraiment de rose, il y avait un violet, il y avait du jaune, enfin voilà, on choisit pas. Donc ça peut être un investissement tentant, c'est comme pour les boîtes de crayons. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément ce qu'il nous faut idéalement pour apprendre vraiment à maîtriser l'aquarelle, notamment au niveau des mélanges. Donc voilà l'inconvénient des sets tout prêts. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une boîte vide et d'acheter au fur et à mesure. Alors, je vous ai dit, il y a les godets, quart de godet, demi-godet le plus répandu et godet, ça c'est vraiment pour les artistes. Et il y a les tubes. En fait, quand vous avez repéré une couleur qui vous plaît, que vous allez utiliser... Ils sont partis. Oups. Que vous allez utiliser fréquemment, moi je vous conseille d'acheter des tubes parce qu'en réalité, ils sont plus chers à l'achat, mais il vous permet de remplir plusieurs fois des demi-godets, donc ils sont plus économiques. Alors, vous avez les tubes de 5 ou 6 millilitres. Décidément, la mise au point, c'est pas ça. Bon, là, c'est des Daniel Smith. Hein, Ah bah oui, j'ai pris la boîte Daniel Smith. Je voulais prendre une boîte sennelier. Et ça, c'est des 15 millilitres. Donc c'est un petit peu plus grand. 15 millilitres, c'est pas forcément ce que je voulais. Tenez, par rapport à 5 millilitres, voilà la différence de taille. Je les ai achetés en promo et c'était ce qui restait. C'était des soldes à la fée, du scrap. Donc là encore, c'était Daniel Smith. Voilà. Donc, une fois que vous avez identifié les couleurs que vous allez le plus utiliser, vous récupérez votre godet, même si on en vend des vides, et vous remplissez avec des tubes. Moi, c'est ce que je vous conseille parce que vous verrez que finalement, c'est plus économique. Attention, les aquarelles en tube, il faut bien les laisser sécher plusieurs jours, mais elles resteront plus crémeuses qu'en godet. Donc, vous allez récupérer très rapidement plus de pigments. Voilà, mais ça, c'est une habitude à prendre, il faut le savoir et faire attention. Donc, voilà pour ce qui est du type d'aquarelle, des méthodes. Alors, pour ce qui est, si vous êtes intéressé par la technique de création des aquarelles, il y a... Je crois que c'est Cricri Bricot qui avait fait une vidéo visite chez Isaro où elle lui montrait un petit peu. Alors, ils ne vont pas révéler tous leurs secrets, bien entendu. Donc, j'essaierai de vous la mettre en descriptif si je retrouve la vidéo. C'était quand même très intéressant. Alors, j'ai trouvé cette photo sur le blog de Cindy Barillet. Je vous mettrai le lien de son article en description, qui est parfait, qui vous explique vraiment tout, les différences entre les godets, les tubes, etc. Donc, la première chose qu'on fait quand on a ces aquarelles, c'est valable pour n'importe quel médium, les crayons, l'acrylique, etc. C'est on crée un nuancier. Alors, en fait, on va créer plusieurs nuanciers. On va créer un nuancier qui sera dans notre palette. Donc là, vous voyez, c'est ma palette de tous les jours. Forcément, avec le temps, il y en a beaucoup. Et honnêtement, il y a des couleurs dont je me sers très peu. Mais bon, c'est une palette qui va varier, changer très souvent. Dessus, on va noter différentes choses. Vous avez différents symboles que vous retrouvez aussi bien sur les godets. Décidément, les mises au point, c'est pas ça. Bref, j'essaierai de vous faire une photo, de la mettre en incrustation. Donc, on va y noter différentes choses. On va y noter tout d'abord le nom de la couleur.
Moi, en l'occurrence, j'ai noté aussi le symbole de la marque. J'ai fait un S pour Sennelier, un DS pour Daniel Smith, un WN pour Winsor & Newton, un LB pour le Franc-Bourgeois. Voilà, ça c'est propre à moi et tout. C'est clair qu'il n'y a pas énormément de place, hein. Voilà. Qu'est-ce qui va être très intéressant, qui au début ne m'intéressait pas du tout et finalement j'ai compris que c'était important, c'est un petit symbole que vous allez retrouver sur les godets, sur les tubes. Peut-être que sur un gros tube, on le verra mieux. Eh bien non, pas du tout. Donc je vais mettre en pause et je vais essayer d'en trouver un où on voit un petit peu mieux. Sinon, de toute façon, je vous ferai des photos que je vous mettrai en incrustation. Alors, j'ai trouvé. Vous avez des petites infos. Le problème, c'est que si je veux voir... En fait, il fait la mise au point sur moi et pas sur le truc. Bon, je vous mettrai en incrustation. Vous allez avoir soit un carré, soit un rond qui va être soit vide, soit à moitié noir ou totalement noir. C'est ce que j'ai reporté ici. Ça donne l'opacité en fait de votre aquarelle. En quoi c'est important? Eh bien d'abord de savoir qu'une aquarelle est opaque va permettre de savoir qu'elle est couvrante, ce qui peut être intéressant, mais surtout elle va être plus difficile dans les mélanges, c'est-à-dire qu'avec une aquarelle opaque, donc où il y a le carré ou le rond totalement noir, vous aurez plus tendance à avoir une couleur, ce qu'on appelle boueuse, pas une vraie couleur franche. Et il vaut mieux en fait pour les mélanges et pour le débuter, commencer avec des aquarelles transparentes donc où le symbole, que ce soit carré ou rond, est blanc. D'accord? Donc là, par exemple, pareil, il fait pas la mise au point, il m'agace. Allez. Bon, laisse tomber. C'était noir. C'était pour vous montrer, mais il veut pas. Donc voilà un petit peu, je vérifie mes petites notes, hein. En quoi c'est important de noter l'opacité de votre pigment. Ensuite, moi j'ai reporté, si par exemple je me suis fait un petit symbole, alors pas sur celui-ci, sur celle d'Isaro, il faut que je le reporte parce qu'il faut que je vérifie, je me suis fait un petit symbole, j'ai noté si c'est granuleux, moyennement granuleux, perlescent. Parce qu'en fait, chez Isaro, évidemment, la lumière n'étant pas tournée du bon côté, vous ne le voyez pas, mais moi, comme ça, je le vois bien, j'ai le soleil derrière. Vous avez beaucoup de couleurs, enfin, dans celles que moi j'ai, mais notamment dans les 7 Chou Flower, vous avez des brillants ou des métallisés, et c'est très joli, ça va bien avec les combos des collections de choux. Mais c'est plus embêtant pour les mélanges, voire pas possible. Voilà. Donc, ça, c'est juste un indice pour moi. Ensuite, vous avez souvent ce qu'on appelle la résistance à la lumière, qui ça va surtout, je pense, concerner les artistes qui vont vendre leur création pour qu'elle soit exposée, donc soumise à la lumière. En fait, c'est la résistance aux UV. Honnêtement, c'est quelque chose dont je m'occupe pas beaucoup et pour l'instant, vous voyez, j'ai quand même pas mal d'aquarelles qui sont exposées plein soleil et elles n'ont jamais terni. Donc voilà. Mais bon, forcément, plus elles vont être résistantes. Tout ça, ça joue en fait sur la qualité de l'aquarelle et sur son prix, bien sûr. L'autre élément très important dont je ne me préoccupais pas du tout avant, c'est le pigment. Je vous l'ai dit, pour faire une aquarelle, c'est un mélange entre un pigment et un liant. Mais ça peut être un mélange de plusieurs pigments. Et le pigment en lui-même à la base est important. Si vous prenez une couleur qui a un seul pigment, ça va être plus facile de la mélanger avec une autre. Parce qu'un pigment plus un pigment, ça va faire des mélanges plus simples à maîtriser que si vous avez une couleur qui est jolie, mais qui est composée de 2-3 pigments. Quand vous allez la mélanger à un 4e pigment, voir si l'autre a aussi beaucoup, vous allez galérer à obtenir un mélange correct. Vous allez avoir tendance à avoir ce qu'on appelle un mélange boueux. Oui, comme si vous aviez fait une salade de boue, comme quand on était petit. Donc en fait, c'est important justement de savoir combien il y a de pigments dans votre couleur
Et pour commencer les mélanges, il faut mieux avoir une couleur qui n'a qu'un pigment. Et ensuite, le pigment en lui-même, eh bien ça compte. Alors, comment vous dire? On ne peut pas se fier au nom des couleurs parce que d'une marque à l'autre, le nom peut changer. Vous prenez par exemple le gris de Pain. J'avais au départ un gris de Pain de chez Winsor & Newton que j'aimais bien car c'était un gris bleuté, mais vraiment très bleuté. Je ne sais pas si j'ai encore une création avec. Probablement enseveli quelque part. Contrairement au gris de Pain de chez Sennelier qui va tirer plus vers un gris noir et celui de Isaro encore plus. Bref, donc en fait, d'une marque à une autre, votre couleur qui pourtant a un nom commun ne sera pas la même. Ça dépend de plein d'éléments, de la recette du fabricant. Mais j'ai aussi compris quelque chose. J'avais chez... comment dire? J'avais un noir sur ma palette Sennelier. Alors, on reviendra plus tard, je ferai une petite parenthèse sur le blanc et le noir dans les palettes. Quand vous achetez une palette toute prête, souvent vous pouvez avoir un noir. Et j'avais un noir qui s'appelait Noir d'Ivoire, qui n'était pas vraiment très noir. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, ici, je vous montre un petit exercice fait selon les techniques proposées par Marlène, donc un nuancier. Et un jour, j'ai reçu en cadeau de Memory Blue le noir de Mars, qui est plus intense. Donc, je me suis dit, cool, pour faire un fond galaxie, vous savez comme j'aime ça, les fonds des ciels, des galaxies. Mais dès que je mettais de l'eau, il se sauvait, tout simplement parce qu'il est granuleux. Alors, vous ne le voyez peut-être moins bien là, ça je le ferai une autre fois. Le noir va avoir tendance à être granuleux de toute façon, mais bon. Ici, vous avez un noir de Sennelier. Il est beau de Sennelier. D'Isaro, il est très intense et j'ai pas fini mon petit nuancier. Et il n'est pas granuleux. Donc voilà. Pourtant, ça reste du noir. Et c'est en lisant un livre de Jenny Illustration que j'ai découvert que, par exemple, le noir de Mars, qu'elle trouve intéressant, il y a plusieurs pigments, dont le PBK11, qui veut dire que c'est une couleur granuleuse. En fait, ce qui m'a interpellée, c'est qu'elle parle du noir de Mars de Winsor & Newton, et chez Memory Blue, c'est le même nom, j'ai vérifié, c'est le même pigment. Voilà, tout simplement. J'avais mon explication. Donc, en fait, vous pouvez avoir d'une marque à l'autre le même nom, le même pigment, ou tout simplement un nom différent, mais le même pigment. Et c'est ce qu'il faut regarder quand vous voulez faire votre palette. Il faut regarder aussi combien vous avez de pigments dans la couleur et quel est le nom du pigment. Vous allez me dire pourquoi elle nous parle de ça. Je vous explique. Alors, en faisant mon montage, je me suis rendu compte que cette partie n'était pas très claire. Donc, vous voyez un petit peu le look est légèrement différent. J'ai refait cette partie. Là, je vous conseille vraiment de sortir un bloc et un crayon pour pouvoir prendre des notes. Mais sinon, non, je vous rassure, je vous remettrai les éléments dans le descriptif. En fait, maintenant, on va un peu plus parler des pigments. Donc, les noms un petit peu particuliers des pigments qui sont un peu rébarbatifs. Hein. C'est un peu comme si on faisait de la chimie, en fait. Et ils sont importants parce qu'ils sont importants notamment pour la roue des couleurs. Je vous ai parlé du fait que quand il y a beaucoup de pigments, les mélanges sont un peu plus difficiles à faire. Mais là, au niveau de la roue des couleurs, c'est important de connaître le pigment. À l'école, on vous explique que la roue des couleurs, les 3 couleurs primaires, c'est jaune, rouge et bleu. Oui, mais si on veut vraiment rentrer dans les pigments, dans la couleur, puisque c'est là où on s'aventure,
eh bien, il faut aller sur le nom des pigments. Donc, le jaune, accrochez-vous, c'est le PY3. Je vous donne les couleurs de chez Sennelier parce que c'est ce que j'ai, moi surtout. C'est le jaune citron. C'est celui que j'ai utilisé sur cette roue des couleurs. Comme j'ai fait mon atelier avec Pink Lola et notamment cette roue des couleurs, elle a cherché des couleurs qui pouvaient être approchantes, comme le sennelier, le jaune sennelier clair ou le jaune primaire. Alors, c'est des PY d'autres noms. Je vous les mettrai encore en descriptif, mais normalement, c'est le PY3, autrement dit le jaune citron. Le rouge, ça se complique. C'est le PR122 ou PR19, mais on trouve beaucoup le PR122. Je vous mettrai d'ailleurs aussi en lien un lien vers un reel sur Instagram de quelqu'un qui justement vous parle de tout ça. Alors l'inconvénient que c'est un reel d'Instagram, donc pour faire pause, c'est pas évident. Donc du téléphone, c'est pas évident. Bref, donc revenons au rouge. Le rouge, c'est PR122 qui, chez Sennelier, correspond à un pourpre Hélios. En fait, c'est un magenta. Donc, c'est pas un vrai rouge, c'est un rouge rose. Du coup, vous pouvez très bien prendre un rouge de quinacridum chez Sennelier, qui est un PR209, ou un lac de Garance rose, qui lui est le PR19, je crois. Enfin bref. Pas de panique, je vous remettrai tout en descriptif, hein, je le redis. Donc, en fait, ça, c'était le rouge de quinacridum. Et le bleu, alors le bleu, c'est ce qui est le plus facile en réalité, pas pour le nom du pigment, mais pour la couleur en fait. C'est le PB15 2.3, qui souvent peut être appelé cyan, mais plus fréquemment, vous trouverez bleu phthalo vert. Et c'est d'ailleurs le nom de cette couleur, de ce pigment chez Sennelier. Et je pense que c'est celui aussi de chez Winsor & Newton. Enfin, vous le verrez dans beaucoup de marques. Moi, je vous ai parlé de Sennelier parce que j'aime beaucoup cette marque, qui est française en plus. Mais si vous voulez une autre marque, par exemple, moi, mon Cultura, il n'y a pas de Sennelier. Il y en a sur ceux de Toulouse, mais pas sur celui de Carcassonne. Il y a des Winsor & Newton. Vous allez dans Google, dans la barre de recherche, vous mettez Winsor & Newton, le nom du pigment, et il vous sortira la couleur correspondante chez Winsor & Newton. Vérifiez que c'est bien une aquarelle, mais normalement c'est une aquarelle. Et vous pouvez faire ça avec les autres, Daniel Smith, peut-être bien Isaro, je n'ai pas essayé, mais voilà. Sur le site des fabricants, des fois, on a, dans le descriptif des couleurs, quand on veut acheter, on a le détail du pigment. Mais bon, la barre de recherche Google, c'est le plus rapide. Donc pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, si vous essayez de faire une roue des couleurs sans les vraies couleurs primaires, bah, vous allez galérer, vous n'allez pas forcément trouver ce que vous voulez. Il y a des chances qu'en fait vos couleurs soient déjà des mélanges. Donc qu'est-ce que je vous ai dit? Bah, il y a plus de risques d'avoir des couleurs boueuses et surtout vous n'aurez pas vraiment des éléments tranchés. Là on a de vrais jaune orangé, orange. Bon après ils sont un peu palos, j'ai pas mis assez de pigments, mais maintenant j'ai travaillé là-dessus. Pink Lola, justement, Isabelle m'a fait travailler dessus. Là, vous voyez, vous avez un beau vert un peu jaune. Là, bon, on voit moins à la caméra, mais c'est vraiment un vert émeraude, etc. Donc, du coup, en fait, c'est important de connaître ces pigments, de savoir quels sont les primaires pour se lancer dans la roue des couleurs. Et c'est intéressant quand on crée sa palette. Après, quand on a une palette toute prête, eh ben, on peut très bien racheter ses couleurs et partir de là et garder quand même les autres. Hein. Ça, c'est pas grave. Moi, c'est ce que je fais. Mais du coup, en fait, à un moment, c'est important de partir des couleurs primaires et de créer ses propres mélanges. Et comme quand on a ces couleurs, on dit qu'il faut faire un nuancier, il faut que vous voyez aussi la dilution de votre couleur. Donc ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, ce qu'on appelle aussi les valeurs. Et il faut que vous fassiez des exercices, comme j'ai fait ici, qui vous permettent de voir comment les couleurs réagissent entre elles quand elles sont mélangées. Voilà, alors en plus, bon ben inspiré, toujours par Pink Lola, on est fan hein, ou on l'est pas. Voilà, moi je le suis à fond.
Et en fait, vous voyez, donc là, c'est des exercices pour foncer les verts ou les rouges et je peux mieux faire maintenant. Mais ça permet en fait de travailler, de comprendre un petit peu comment fonctionnent vos couleurs entre vous. Voilà. De découvrir qu'on peut créer à partir de couleurs, des couleurs intéressantes. Donc là, vous voyez, je vous parlais des valeurs. Je suis partie de godets que j'avais déjà. Et au fur et à mesure, en rajoutant de l'eau. Ça, c'est un exercice que vous fait faire Marlène sur sa chaîne. Ah, ça, je vous l'ai mis en incrustation. Je vous parlais de couleurs boueuses. J'ai énormément de mal avec le verre de vessie à foncer mon verre. Ça, après, c'est une question de, je pense, d'habitude. J'y arrive beaucoup mieux avec d'autres couleurs. Mais ça aussi, je vous ferai une vidéo un jour pour vous expliquer. Voilà. Vous voyez, ça, c'est un petit exercice aussi avec la petite palette que j'avais eue. Ça, c'était mes petites recherches de couleurs avec la collection Un air ensoleillé de la Fée du Scrap, parce que ben là c'était un peu plus galère parce que souvent les couleurs de papier de collection, hein, pas que de la Fée, c'est des couleurs pastel ou autre, donc il y a du blanc, voilà. Et après non, après c'est autre chose. Donc ces petits exercices sont longs, rébarbatifs. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu sur cette partie. Ce ne sera pas la vidéo forcément la plus chouette à regarder de celle que je vais vous faire, mais elle est indispensable. Elle permet de poser les bases. Et ensuite, justement, on partira sur le travail de la roue des couleurs et des différentes valeurs, etc. Du coup, je vous refais aussi ma vidéo de conclusion. Voilà, donc comme je vous disais, c'est important de le savoir pour comprendre en fait comment fonctionnent les couleurs, comment elles se mélangent. Obtenir des gris, eh bien, donc vous voyez là, il y a différents types de gris. J'ai d'autres exercices. Je vais poser où mon classeur? Petit classeur d'expérimentation qui n'a pas beaucoup bougé. Et voilà, là, ici, vous voyez. C'est des petites choses que des fois on pose sur un coin quand on fait, comment dire, quand on fait ces mises en couleur et qu'on fait ces tests, puis on découvre quelque chose, on se dit, oh, il faut que je le garde ça. Là, par exemple, ici, c'est les couleurs analogues, ça c'est une autre histoire. Vous voyez, en bas, j'ai réussi à obtenir un marron qui est un marron assez intéressant. C'est un marron qui ressemble un peu au terre de Sienne. Voilà. Comme quoi, en fait, on n'a pas besoin d'avoir 48 couleurs dans sa palette pour faire une peinture, la mettre en couleur. Après, c'est intéressant de les avoir, mais c'est intéressant aussi de comprendre. Et ça peut être des challenges que je vais me faire moi-même, de partir par exemple que de 3 couleurs. En ce moment, vous avez Annelise qui fait des expériences sur un carnet qui sont très intéressantes. Elle va faire une mise en scène avec Shooflower et à côté, elle va mettre les couleurs, les mélanges, etc. Voilà. Ça peut être une façon en fait de rendre un nuancier un peu moins rébarbatif. Moi, je trouve que c'est ça. Et je trouve ça encore rébarbatif. Il y en a qui adorent, mais moi, pas trop. Donc, eh bien, écoutez, cette vidéo est quand même assez longue. J'espère que je vous ai pas perdu en route, que c'est assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, sans oublier que ce n'est qu'une partie de ce qu'il faut savoir, que je vais vous préparer d'autres vidéos sur le sujet. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'elle vous a plu, puis ça permet à ma chaîne aussi d'être mieux référencée. Je vais certainement à la fin du mois me commander un livre qui parle justement du mélange des couleurs. Donc peut-être que je vous donnerai d'autres références de primaire. Mais si vous avez fait des achats en fonction de ça, c'est pas perdu. C'est absolument pas perdu, donc pas d'inquiétude. Et puis, eh bien, écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations